Le 31 décembre 1968, la manufacture d'armes de Châtellerault ferme définitivement ses portes. Les machines s'arrêtent. Le grand sifflet de l'usine se tait. Des milliers d'ouvriers rendent leurs outils. En une seule journée d'hiver, un siècle et demi de production d'armes d'État se transforme en archives silencieuses. La célèbre Manu n'est plus qu'une adresse vide sur une carte militaire. 20 ans plus tôt, ce même nom, profondément frappé sur l'acier de millions d'armes réglementaires, représentait exactement l'inverse. C'était la garantie absolue de la souveraineté militaire française. Une époque où une ville entière respirait au rythme des commandes du ministère de la Guerre. Mais la véritable histoire de la manufacture de Châtellerault n'est pas seulement celle d'une fermeture administrative. C'est l'histoire d'une confrontation inévitable, celle d'une puissance industrielle bâtie pour survivre aux empires face à une restructuration étatique implacable qui décide un jour qu'un arsenal national ne sert plus à rien. Chaque semaine, nous racontons l'histoire des armes françaises, des arsenaux et des décisions industrielles qui ont façonné l'armée et la mémoire nationale, et ce qui s'est passé lorsque l'époque a changé. Abonnez-vous si cette histoire vous parle. L'histoire ne commence pas par la nostalgie, mais par un lieu précis, à Châtellerault, en 1819. L'histoire de la manufacture d'armes de Châtellerault ne commence pas par une brillante invention mécanique, mais par une angoisse géographique et militaire. Nous sommes en 1815. L'empire napoléonien vient de s'effondrer. La France, occupée et épuisée par des années de guerre ininterrompues, fait face à une réalité stratégique brutale. Ces manufactures d'armes historiques, celles qui ont équipé les armées de la Révolution et de l'Empire, sont tragiquement vulnérables. Des sites emblématiques comme Charleville dans les Ardennes, Mutzig ou Klingenthal en Alsace se trouvent beaucoup trop près des frontières de l'Est. Lors des invasions de 1814 et de 1815, il a suffi de quelques chevauchées de la coalition ennemie pour menacer, paralyser ou capturer ces centres névralgiques de la production militaire française. Pour le ministère de la Guerre de la Restauration, cette situation est inacceptable. Une nation ne peut pas prétendre à la souveraineté si elle ne peut pas forger ses propres armes à l'abri des canons ennemis. L'État français, incarné par le ministre de la Guerre, le marquis de Latour-Maubourg, décide qu'il faut repenser totalement la géographie de l'armement national. Il ne s'agit plus de construire là où se trouve le minerai ou le bois, mais là où l'outil industriel sera sanctuarisé. Avant cette décision, le système manquait cruellement d'un centre de gravité inatteignable par l'adversaire. C'est ainsi que le 14 juillet 1819, une ordonnance royale signée par Louis XVIII scelle le destin d'une petite ville de province. Le texte décrète la création d'une nouvelle manufacture royale d'armes. Le lieu choisi n'est ni à l'est, ni dans la banlieue de Paris, mais dans le département de la Vienne, Châtellerault. Le choix de cette commune est le fruit d'un calcul purement stratégique. Située au cœur du territoire français, loin des voies d'invasion traditionnelles, la ville offre une sécurité inédite pour le gouvernement. De plus, elle est traversée par la rivière Vienne, dont la force hydraulique est absolument vitale pour faire tourner les meules, les martinets et les futures machines-outils de l'usine. Mais décréter la création d'un arsenal d'État sur le papier est une chose. Le faire sortir de terre en est une autre. La fabrication d'une arme à feu, un objet qui utilise l'énergie d'une cartouche pour projeter un projectile par un canon, exige un savoir-faire méticuleux que les paysans locaux ne possèdent même pas. Le ministère orchestre alors un transfert massif de compétences. Des centaines d'ouvriers spécialisés, des platineurs, des canonniers et des monteurs sont déplacés de force ou par incitation financière depuis les manufactures de Charleville, de Saint-Étienne et surtout de Klingenthal. Ces hommes, arrachés à leur région d'origine, arrivent dans la Vienne avec leurs outils, leurs familles et leurs traditions ouvrières. Les archives locales décrivent l'arrivée de ces travailleurs alsaciens ou ardennais, souvent perçus au départ comme des étrangers par la population châtellerautaise. C'est la première étape de la création d'une véritable aristocratie ouvrière d'État, entièrement dédiée à la chose militaire. Les débuts de la Manu, comme elle sera bientôt surnommée, sont modestes. Dans les années 1820 et 1830, l'arsenal commence par produire des armes blanches, des sabres pour la cavalerie, des briquets pour l'infanterie, des épées pour les officiers. La maîtrise de l'acier forgé devient la première signature de Châtellerault. Mais très vite, le ministère exige davantage.
La manufacture doit pivoter vers la fabrication de fusils, ces armes longues conçues pour être tenues à l'épaule, qui constituent la colonne vertébrale de l'infanterie française. Ce pivot intervient dans une période de profonde mutation technologique. L'armée française abandonne progressivement les vieux mécanismes à silex pour adopter la percussion. Dans les années 1840, la manufacture est chargée d'une tâche titanesque, la transformation T. Il s'agit de convertir des centaines de milliers de vieux fusils à silex, comme le fusil modèle 1822, vers le nouveau système à percussion. Les ouvriers de Châtellerault doivent alaiser, tarauder et fixer de nouvelles masselottes sur des pièces forgées des décennies plus tôt. C'est un exercice de précision sans précédent à l'échelle d'une armée entière. Châtellerault devient alors un grand laboratoire pour la standardisation, le fait de réduire la diversité des modèles et de garantir l'interchangeabilité des pièces pour faciliter la production, la formation et l'approvisionnement. L'État veut qu'une pièce usinée à Châtellerault puisse remplacer une pièce cassée sur un champ de bataille en Algérie ou à Sébastopol, sans qu'un armurier n'ait besoin de la limer pendant des heures. Pour atteindre ce niveau de rigueur institutionnelle, l'organisation du travail est repensée. La manufacture n'est pas une entreprise privée cherchant le profit commercial. C'est un prolongement direct du comité de l'artillerie à Paris. Elle est dirigée par des directeurs militaires, souvent des colonels d'artillerie issus de l'école polytechnique, qui imposent une discipline de caserne à l'intérieur des ateliers. L'administration parisienne impose un système complexe où la main-d'œuvre évolue sous le regard impitoyable des inspecteurs militaires. Les ouvriers sont soumis à des contrôles drastiques. Chaque canon, le tube par lequel le projectile se déplace avant de sortir de l'arme, subit des épreuves de tir terrifiantes utilisant de fortes charges de poudre pour vérifier sa résistance. Chaque platine, chaque crosse, la partie tenue contre l'épaule pour stabiliser l'arme, reçoit le poinçon d'un contrôleur de l'État. Ce petit marquage géométrique frappé dans le bois ou l'acier n'est pas un détail esthétique. C'est l'engagement légal de la France que l'arme ne tuera pas le soldat qui la porte. Une preuve formelle que l'objet a survécu à la paranoïa institutionnelle de l'arsenal. Vers la fin du Second Empire, l'arsenal doit faire face à une nouvelle urgence imposée par la doctrine militaire. Le passage au chargement par la culasse, la partie qui ferme l'arrière de la chambre au moment du tir. L'adoption du célèbre fusil Chassepot modèle 1866 oblige Châtellerault à revoir entièrement son outillage. La précision exigée par l'obturateur en caoutchouc du Chassepot pousse les machines-outils de l'usine dans leur retranchement. L'arsenal ne fait plus seulement de la forge brute, il fait de la mécanique de très haute précision. La chambre, l'espace où la cartouche se place avant le tir, doit être usinée avec des tolérances qui étaient inconcevables 20 ans plus tôt. Lors de la tragique guerre franco-prussienne de 1870, Châtellerault tourne à plein régime, tentant désespérément de combler le retard d'approvisionnement des armées impériales puis républicaines. La ville elle-même a été transfigurée. Les bords de la Vienne sont dominés par de vastes bâtiments industriels en pierre de taille, rythmés par le fracas assourdissant des martinets et la fumée noire des hautes cheminées. Châtellerault n'est plus seulement une paisible ville de province. C'est un rouage central de la machine de défense française, un rempart industriel qui dicte le rythme de vie de ses habitants. Avant la création de Châtellerault, le ministère de la Guerre s'inquiétait de voir ses fusils capturés aux frontières de l'Est. Désormais, au cœur de son territoire sanctuarisé, la France possède un monstre de métal et de briques capable de produire la guerre à l'échelle d'un empire. Mais cette puissance naissante de l'ère de la poudre noire n'était qu'un échauffement. L'arsenal avait été conçu pour sécuriser la nation face aux menaces du passé. Quelques décennies plus tard, une révolution chimique absolue allait exiger de lui qu'il réinvente totalement la violence militaire et propulserait ses ateliers vers leur véritable âge d'or. La véritable percée de la manufacture d'armes de Châtellerault, celle qui l'a fait passer du statut de simple usine de l'État à celui de colosse industriel incontournable, ne se produit pas sur un champ de bataille. Elle naît dans le silence des laboratoires de chimie et sur les tables à dessin du ministère de la Guerre, au cours des années 1880. La France, encore traumatisée par la défaite de 1870, cherche frénétiquement à reprendre l'avantage technologique sur le continent européen. Et cet avantage va prendre la forme d'une révolution invisible. La poudre sans fumée,
Une poudre plus moderne qui a transformé les armes militaires à la fin du 19e siècle, en multipliant la vitesse des balles tout en supprimant l'épais nuage blanc qui aveuglait les troupes et révélait leur position. Cette invention, validée en 1884, rend instantanément obsolètes toutes les armes à feu de la planète. L'armée française doit se rééquiper intégralement, et vite. C'est l'aube du célèbre fusil Lebel modèle 1886. Mais pour une manufacture d'État comme Châtellerault, la poudre sans fumée n'est pas qu'une simple amélioration balistique. C'est un cauchemar métallurgique et un immense défi industriel. Les nouvelles cartouches, l'ensemble formé par l'étui, l'amorce, la poudre et le projectile, génèrent des pressions internes d'une violence inouïe, près de 3 fois supérieure à celle de l'ancienne poudre noire. Pour que l'arme n'explose pas au visage du soldat, l'acier doit être infiniment plus pur et l'usinage infiniment plus strict. La culasse, la partie qui ferme l'arrière de la chambre au moment du tir, doit désormais sceller l'arme avec une perfection absolue. Le verrou, un élément de fermeture qui maintient la culasse en place pendant la phase de tir, exige des tolérances mesurées en fractions de millimètres, un niveau de précision que l'industrie civile française de l'époque peine encore à concevoir à grande échelle. Châtellerault est contrainte de se moderniser brutalement. L'État investit massivement pour remplacer les vieilles forges par des machines-outils de pointe. Les canons doivent être forés dans des barreaux d'acier fondu de haute résistance. Les rayures, des rainures à l'intérieur du canon qui donnent une rotation au projectile pour stabiliser sa trajectoire, doivent être tracées avec une régularité mathématique parfaite pour garantir la précision balistique exigée par la nouvelle doctrine militaire, qui prévoit des tirs efficaces à plus de 1000 mètres. L'arsenal ne travaille plus le fer au marteau, il sculpte l'acier au micromètre. Si le fusil Lebel est partagé entre les différentes manufactures nationales, c'est avec un autre système d'armes que Châtellerault va véritablement asseoir son monopole et graver son identité institutionnelle. Le Lebel, avec son magasin tubulaire logé sous le canon, est lourd et lent à recharger. La cavalerie française réclame d'urgence une carabine, une arme longue généralement plus courte ou plus légère qu'un fusil selon le contexte historique, adaptée au combat à cheval. La commission de l'artillerie adopte alors en 1890 le système Berthier, conçu par un ingénieur des chemins de fer algérien. La grande innovation du Berthier réside dans son système d'alimentation. Il utilise un chargeur de type Mannlicher, un dispositif amovible, ici une lame métallique, qui contient les cartouches et les présente au mécanisme d'un seul bloc, permettant un rechargement quasi instantané. Ces cartouches sont insérées directement dans le magasin. Un système de stockage des cartouches intégré à l'arme. Le ministère de la Guerre décide de confier la quasi-exclusivité de la production des armes du système Berthier à la manufacture d'armes de Châtellerault. C'est une décision administrative qui va changer le destin de la ville. Les ateliers de la Vienne deviennent le berceau de la carabine de cavalerie, du mousqueton d'artillerie et du fusil de tirailleur. Ce monopole sur le Berthier installe la Manu au cœur d'un réseau institutionnel tentaculaire. Les armes frappées du sigle MAC ne sont plus seulement destinées à l'infanterie métropolitaine. Elles deviennent l'outil principal de la projection de la puissance française outre-mer. Les mousquetons. Berthier sorti de Châtellerault, armant la gendarmerie nationale dans les campagnes françaises. Ils équipent les spahis et les chasseurs d'Afrique. Ils accompagnent les troupes coloniales lors des campagnes de Madagascar et dans les jungles d'Indochine. Le petit mousqueton Châtellerault devient la silhouette omniprésente de l'administration française, depuis les casernes de la métropole jusqu'aux confins de l'Empire. Pour soutenir cette expansion, la manufacture devient une véritable ville dans la ville. L'arsenal contrôle tout, de la qualité de l'acier qui arrive par wagon entier jusqu'à la conception de ses propres machines-outils. C'est ce qu'on appelle un fossé industriel. Aucune entreprise privée d'armurerie en France ne possède alors la capacité d'investissement, l'accès illimité au budget de l'État, ni l'infrastructure de contrôle qualité nécessaire pour produire un tel volume d'armes avec une interchangeabilité parfaite des pièces. Chaque arme qui sort de la chaîne de montage est une démonstration de force de la standardisation étatique. Le percuteur, une pièce qui frappe l'amorce de la cartouche, d'un mousqueton fabriqué en 1892 à Châtellerault,
doit pouvoir s'adapter sans aucune retouche sur une arme réparée 20 ans plus tard dans un dépôt militaire à Saïgon ou à Alger. Cette exigence d'uniformité absolue forge une culture d'entreprise unique. Les ouvriers châtelleraudais, soumis à la discipline militaire, développent une fierté farouche. Ils ne se considèrent pas comme de simples métallurgistes, ils sont les gardiens du cahier des charges de la République. À l'aube du XXe siècle, la manufacture est au sommet de sa maîtrise technique. Ses capacités de production, son outillage spécialisé et la compétence de sa main-d'œuvre constituent un capital stratégique inestimable pour le gouvernement français. L'arsenal est prêt. Les méthodes sont rodées. L'État a construit l'outil parfait pour mener les guerres qu'il a anticipées. Le marquage de manufacture n'était pas une décoration. C'était une promesse de l'État, de l'industrie et du temps. L'apogée de la manufacture d'armes de Châtellerault ne se mesure pas seulement en tonnes d'acier usinées ou en kilomètres de canons rayés. Elle se mesure à l'aune d'une tragédie nationale qui a redéfini la notion même de production d'État. En août 1914, lorsque la Première Guerre mondiale éclate, l'armée française, forte de ses millions de conscrits, s'élance avec la conviction que le conflit sera court. Quelques semaines plus tard, face à la stabilisation du front et au carnage des tranchées, le ministère de la Guerre à Paris est frappé par une réalité glaçante. La France consomme ses réserves d'armes et de munitions à un rythme suicidaire. L'arsenal sanctuarisé du XIXe siècle doit se transformer, du jour au lendemain, en un monstre industriel dévorant. La ville de Châtellerault bascule alors dans une autre dimension. La paisible cité de la Vienne devient une gigantesque forge de guerre, fonctionnant sans aucune interruption, de jour comme de nuit. Pour répondre aux commandes astronomiques du sous-secrétariat d'État à l'artillerie et aux munitions, dirigé par Albert Thomas, l'usine s'étend brutalement, absorbe les terrains environnants et construit de nouveaux ateliers dans l'urgence. Le murmure de la rivière est définitivement couvert par le hurlement continu des sirènes, le sifflement de la vapeur et le martèlement des presses hydrauliques. Mais les hommes manquent. Les ouvriers qualifiés, les tourneurs et les ajusteurs historiques de la Manu ont été mobilisés et envoyés au front. Pour faire tourner cette machine colossale, l'État fait appel à ceux qui restent. La manufacture recrute massivement des travailleurs coloniaux, des réfugiés des régions envahies de l'Est et du Nord, des prisonniers de guerre, mais surtout des milliers de femmes. Ces munitionnettes, souvent issues de la paysannerie locale ou de la bourgeoisie ruinée par le conflit, remplacent les hommes aux machines-outils. Elles tournent des obus, assemblent des culasses, contrôlent des percuteurs et manipulent des charges de poudre dans des conditions d'une dangerosité extrême. L'effort de guerre repose sur leurs épaules. En 1917, les effectifs de la manufacture atteignent des sommets vertigineux. L'arsenal compte alors plus de 16 000 ouvriers et ouvrières, un chiffre historique. Châtellerault n'est plus une ville qui abrite une usine. C'est une usine qui tolère une ville autour d'elle. La vie quotidienne, les horaires des tramways, l'approvisionnement en charbon, l'ouverture des boulangeries, tout est strictement dicté par le rythme des 3-8 de la production militaire. L'État français a réussi le pari de l'ordonnance de 1819. Maintenir une production souveraine, loin de la ligne de front, hors de portée de l'artillerie ennemie. Durant cette période d'urgence absolue, Châtellerault produit, répare et modifie des quantités d'armes qui défient l'imagination. La manufacture ne travaille plus de manière isolée. Elle s'inscrit dans un vaste réseau d'approvisionnement national où gravite la manufacture d'armes de Saint-Étienne, MAS, celle de Tulle, Eremato, et des industriels privés réquisitionnés pour l'effort national. L'arsenal usine des pièces pour les fusils Lebel, assemble des carabines Berthier par centaines de milliers et fabrique des dizaines de millions de cartouches. Chaque mois, des trains entiers quittent la gare de la ville, lourdement chargés de caisses en bois estampillées MAC, en direction des dépôts d'armée, des casernes de transit, puis des champs de bataille de la Marne, de Verdun ou de la Somme. Le poinçon de Châtellerault est partout. Il est frappé sur le boîtier de culasse, la structure centrale qui reçoit les principaux éléments mécaniques, du fusil que sert un fantassin terré dans la boue de l'Artois. Il marque le mousqueton du cavalier démonté dans les Flandres ou de l'artilleur sur le chemin des Dames. Dans cet écosystème institutionnel de la mort de masse, l'arme réglementaire n'est plus un objet artisanal de précision. C'est un bien de consommation courante, conçu pour tirer
s'enrayer, être réparé et retourner au combat. L'interchangeabilité des pièces, rêvée par les contrôleurs militaires du siècle précédent, prouve son efficacité implacable. Un armurier de régiment, dans un atelier de campagne sous la pluie, peut démonter le verrou endommagé d'un fusil fabriqué à Saint-Étienne et le remplacer immédiatement par une pièce de rechange usinée 72 heures plus tôt à Châtellerault. Pourtant, malgré ce miracle industriel, les ingénieurs de la manufacture savent que les armes à répétition manuelle, qu'ils produisent en masse, vieillissent à vue d'œil face aux mitrailleuses et aux systèmes automatiques déployés par l'ennemi. Lorsque l'armistice de 1918 est signé, la manufacture est épuisée, mais victorieuse. Elle a survécu à la pression de la guerre. Mais le véritable apogée institutionnel de Châtellerault, le moment où l'usine va cesser d'être une simple exécutante pour devenir la conceptrice de l'arme française la plus emblématique du siècle, reste encore à venir. Ce chef-d'œuvre de l'armement réglementaire est déjà sur les planches à dessin. La fin de la Première Guerre mondiale ne marque pas la fin de l'ambition industrielle de la manufacture d'armes de Châtellerault. Au contraire, les leçons sanglantes du conflit imposent une nouvelle doctrine. L'état-major français a compris que l'avenir de l'infanterie ne réside plus dans le tir individuel à longue distance, mais dans la puissance de feu automatique, mobile et distribuée au niveau du groupe de combat. L'armée réclame un fusil-mitrailleur, une arme automatique légère destinée à fournir un tir de soutien à l'échelle d'un groupe de soldats, capable de remplacer le tristement célèbre Chauchat, dont la conception hâtive et le chargeur ouvert avaient causé tant de défaillances dans la boue des tranchées. C'est ici que Châtellerault passe du statut de gigantesque usine de production à celui de bureau d'études souverain. Les ingénieurs de la Manu, dirigés par le lieutenant-colonel Reibel, s'attellent à concevoir l'arme qui définira la puissance de feu française pour les 50 années à venir. En 1924, après des séries de tests rigoureux, l'armée adopte le fusil mitrailleur modèle 1924, qui sera légèrement modifié quelques années plus tard pour devenir l'immortel FM 24-29. Le FM 24-29 est un chef-d'œuvre de pragmatisme militaire et de brutalité mécanique. Conçu autour d'un mécanisme d'emprunt des gaz robustes, il tire une nouvelle cartouche de 7,6 mm depuis un chargeur droit placé sur le dessus de l'arme. C'est le triomphe absolu du bureau d'études de Châtellerault. Ce n'est plus une arme conçue dans l'urgence. C'est le fruit d'une réflexion industrielle mature. Le boîtier de culasse du FM 24-29, usiné dans des blocs d'acier massifs, témoigne d'une solidité que peu d'armes de son époque peuvent égaler. Le verrou basculant qui scelle la chambre au moment du tir est d'une fiabilité redoutable, capable d'endurer les sables du Sahara comme les jungles humides d'Extrême-Orient. L'adoption, la décision officielle d'intégrer ce modèle dans le service, transforme une fois de plus la géographie industrielle de la ville. Le FM 24-29 n'est pas simplement fabriqué à Châtellerault. Il devient Châtellerault. L'acronyme MAC, frappé sur le flanc de l'arme, devient synonyme de cette mitrailleuse légère. La ville entière est de nouveau rythmée par les commandes de l'État. Dans les années 1930, la manufacture tourne à plein régime pour équiper non seulement l'armée métropolitaine, mais aussi les vastes lignes de défense fortifiées qui se construisent dans l'est de la France. Les ouvrages de la ligne Maginot sont littéralement hérissés de jumelages de mitrailleuses Rebelle, des armes directement dérivées du FM 24-29 et adaptées pour tirer sans interruption depuis les cloches en acier des casemates. Châtellerault atteint alors le sommet absolu de son influence institutionnelle. L'arsenal ne se contente plus de fournir des armes de poing ou des fusils à verrou vieillissants. Il produit le cœur même de la doctrine défensive française. Plus de 187 000 exemplaires du FM 24-29 vont sortir des chaînes de montage. Cette production massive, combinée à l'outillage de précision nécessaire pour réaliser des pièces interchangeables sur des mécanismes automatiques complexes, solidifie la position de Châtellerault comme le joyau de la couronne de l'armement terrestre français. L'usine devient une forteresse économique locale. Des générations entières d'une même famille se succèdent aux établis. On est Châtelleraudais, on entre à l'école d'apprentissage de la Manu, on travaille sur les fraiseuses de l'État et on y prend sa retraite. L'identité de la ville est littéralement fondue dans le métal des chargeurs et des canons d'armes automatiques. Le poinçon MAC se retrouve déployé sur tous les continents où la France projette son ombre.
Des goumiers marocains aux légionnaires de Narvik, des tirailleurs sénégalais aux garnisons de Syrie et du Liban. L'arme de soutien qui crache ses rafales régulières porte l'estampille de la manufacture de la Vienne. Même après le désastre de 1940, pendant les années sombres de l'occupation et lors de la libération, le FM 24-29 restera l'outil de référence, porté par l'armée d'armistice, la résistance et l'armée de la libération. L'arme survivra à la Seconde Guerre mondiale pour connaître une seconde vie lors des guerres de décolonisation, de la cuvette de Dien Bien Phu au Djebel d'Algérie. Mais ce triomphe absolu porte en lui les germes de la future catastrophe. L'usine est devenue si gigantesque, si spécialisée, si intimement liée aux grandes commandes étatiques de l'infanterie qu'elle est structurellement incapable de survivre sans une guerre majeure ou une armée de masse pour consommer ses produits. Châtellerault a construit un monopole souverain sur la mitrailleuse légère française. Pourtant, lorsque les conflits coloniaux s'achèveront et que la France de la guerre froide réévaluera ses besoins face à l'Alliance Atlantique, cet énorme mastodonte de briques et d'acier découvrira brutalement que la loyauté d'un arsenal d'État ne pèse rien face à la rationalisation des budgets. L'âge d'or est terminé. Le long démantèlement silencieux de la ville-usine est sur le point de commencer. La chute de la manufacture d'armes de Châtellerault n'est pas le résultat d'une défaite militaire, d'une erreur d'ingénierie ou de la faillite d'une entreprise privée face aux lois du marché. C'est l'histoire d'une obsolescence institutionnelle. C'est le moment précis où une puissance industrielle, méticuleusement bâtie par l'État pour garantir sa souveraineté, est méthodiquement détruite par ce même État au nom de la rationalité budgétaire. Le déclin ne commence pas par une fermeture soudaine, mais par une série de décisions administratives qui vont, année après année, priver l'arsenal de sa raison d'être. En 1945, l'armée française sort de la Seconde Guerre mondiale victorieuse, mais profondément ruinée. Ses troupes sont équipées d'un invraisemblable bric-à-brac logistique, des fusils américains Garand, des pistolets mitrailleurs britanniques, Sten, des armes allemandes Mauser capturées et les restes vieillissants de l'arsenal français de 1940. La nécessité de réarmer la nation avec du matériel national est évidente. Mais le monde d'après-guerre a radicalement changé. La France fait face à une double pression. La nécessité de mener des guerres de décolonisation lointaines et ruineuses en Indochine puis en Algérie, et l'intégration dans la toute nouvelle alliance atlantique, l'OTAN, qui exige des standards de munitions communs. Le ministère de la Guerre doit faire des choix drastiques. C'est la première force structurelle qui s'abat sur Châtellerault, le coût écrasant du maintien d'une infrastructure d'État redondante. La France ne peut plus se permettre de financer simultanément les immenses manufactures de Saint-Étienne, de Tulle et de Châtellerault pour produire uniquement des armes légères. L'administration parisienne lance un vaste plan de rationalisation et ce plan va redessiner la carte de l'armement français en isolant définitivement la manufacture de la Vienne. La répartition des nouveaux programmes d'armement, le processus institutionnel visant à définir, tester et produire les armes de la nouvelle génération, tombe comme un coup près. La production des fusils semi-automatiques modernes, le MAS 49 puis le MAS 49-56, est fermement confiée à la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Les pistolets mitrailleurs, symbolisés par le célèbre et robuste MAT 49, deviennent la chasse gardée exclusive de la manufacture d'armes de Tulle. Châtellerault, l'ancien géant qui avait dominé la production de masse lors du premier conflit mondial, se retrouve tragiquement marginalisé. L'exemple le plus cruel de cette dépossession institutionnelle concerne le domaine des armes de poing. À la fin des années 1940, les ingénieurs de Châtellerault conçoivent un pistolet de service remarquable, destiné à remplacer la myriade de vieux calibres en dotation. L'arme est rigoureusement testée, validée et officiellement adoptée sous le nom de pistolet automatique Mac modèle 1950. C'est un succès technique incontestable pour le bureau d'études Châtelleraudais. Mais l'État intervient. Au nom de la rentabilité industrielle, l'administration décide que la fabrication en grande série de ce pistolet sera transférée à Saint-Étienne, puis plus tard à d'autres entités. Le marquage MAC survit dans la nomenclature officielle, mais le métal est coulé, usiné et assemblé ailleurs. La manufacture vient de perdre la souveraineté sur sa propre création. Privée de grands contrats d'armes légères inédits,
Châtellerault entame un long repli. Dans les années 1950, l'usine colossale ne vit plus que de miettes industrielles. Elle fabrique des canons pour les mitrailleuses lourdes de chars. Elle effectue la maintenance des dizaines de milliers de vieux fusils mitrailleurs FM 24-29 qui s'usent prématurément dans la boue de Dien Bien Phu ou sous la chaleur des djebels algériens. Les ouvriers de la Manu tentent de maintenir l'activité en se diversifiant dans des domaines de plus en plus éloignés de leur vocation première, réparant des véhicules militaires ou fabriquant du petit outillage. Mais entretenir le passé logistique d'une armée en guerre n'est pas une stratégie de survie à long terme. Le coup de grâce arrive en 1961 avec la création de la Délégation ministérielle pour l'armement, DMA, voulue par le général de Gaulle. Cette nouvelle instance marque une rupture totale avec la culture militaire du passé. La DMA est une structure technocratique, froide, exclusivement focalisée sur l'efficacité budgétaire, l'indépendance technologique et surtout le financement du colossal programme de dissuasion nucléaire français. Face aux milliards de francs exigés par la création de la bombe atomique, les sous-marins lance-engins et les avions de chasse modernes, les vieilles manufactures d'armes légères du 19e siècle, font figure de reliques budgétivores. Les auditeurs et les ingénieurs de l'armement de la DMA scrutent dans Châtellerault à travers le prisme impitoyable de la rentabilité financière. Ils ne voient plus le glorieux arsenal de 1914. Ils voient une usine enclavée en plein centre-ville dont l'infrastructure en briques est inadaptée aux chaînes de montage fluide. Ils voient des ateliers d'usinage traditionnels par enlèvement de copeaux alors que l'industrie mondiale bascule vers l'emboutissage de la tôle et les matières plastiques. Surtout, ils voient une main-d'œuvre pléthorique, constituée de milliers de fonctionnaires de l'État bénéficiant d'un statut protecteur, dont le coût salarial pèse lourdement sur un budget de la défense, en pleine contraction après la fin de la guerre d'Algérie en 1962. Le diagnostic est posé. Il est implacable. L'État n'a plus besoin de 3 manufactures nationales pour fabriquer des fusils. La doctrine a changé. La standardisation internationale fait pression. La restructuration est inévitable. La décision de fermer l'arsenal n'est pas prise avec haine ou malveillance. Elle est prise sur un tableau financier, dans le silence ouaté d'un ministère parisien, à des centaines de kilomètres du fracas des machines-outils de la Vienne. Le grand démantèlement a commencé. En 1962, les accords d'Évian mettent fin à la guerre d'Algérie. Cet événement géopolitique majeur signe l'arrêt de mort silencieux de la manufacture d'armes de Châtellerault. L'armée française, qui comptait plus d'1 million d'hommes mobilisés au plus fort du conflit, entame une déflation massive de ses effectifs. Les appelés rentrent chez eux. La doctrine change radicalement. L'heure n'est plus aux immenses batailles d'infanterie dans les djebels ou les rizières, mais à la guerre froide, à la mécanisation de l'armée de terre et surtout à la toute nouvelle force de frappe nucléaire. Le besoin de l'État en armes légères s'effondre instantanément. Les millions de cartouches, de chargeurs, de boîtiers de culasses et de canons qui sortaient des usines nationales ne trouvent plus preneur. Les entrepôts de l'armée débordent de matériel. Pour Châtellerault, la conséquence est brutale. Les chaînes de réparation du fusil mitrailleur FM 24-29, qui maintenaient encore une activité de façade, sont drastiquement ralenties, puis définitivement arrêtées. Le ministère de la Défense n'a plus besoin d'entretenir un outillage de l'entre-deux-guerres pour une armée qui se projette dans l'ère des blindés, de l'aérospatiale et des missiles balistiques. La délégation ministérielle pour l'armement accélère alors son plan de liquidation. La restructuration, cette force administrative froide et méthodique, s'abat sur la vallée de la Vienne. L'État ne procède pas à une fermeture du jour au lendemain. Il organise une agonie lente, une asphyxie budgétaire calculée sur plusieurs années pour éviter une explosion sociale. À partir de 1964, l'usine cesse d'être une manufacture d'armes souveraine pour devenir un simple problème administratif à résoudre. Les directeurs militaires, autrefois tout-puissants, se transforment en liquidateurs chargés de démanteler le site qu'ils avaient juré de diriger. Le choc est d'une violence inouïe pour les ouvriers. Depuis des générations, les Châtelleraudais croyaient en un pacte non écrit avec la République. L'État les protégeait de la faillite économique et en échange, il fournissait l'outil de la souveraineté nationale. Ils étaient les aristocrates de la métallurgie. Ils possédaient un savoir-faire unique, capable de forger une culasse avec une précision diabolique
ou d'ajuster un mécanisme de détente complexe à la main. Soudainement, l'administration parisienne leur explique que ce savoir-faire ne vaut plus rien. L'usinage traditionnel par enlèvement de copeaux, la fierté absolue du tourneur-fraiseur, est balayé par les nouvelles méthodes mondiales de production en grande série utilisant la tôle emboutie et l'injection plastique. Le démantèlement physique commence. Les immenses nefs industrielles en pierre de taille se vident peu à peu de leurs machines-outils. L'État récupère ce qui a encore de la valeur. Les fraiseuses les plus modernes, les tours de précision et l'outillage lourd sont déboulonnés, mis en caisse et expédiés par trains entiers vers les manufactures survivantes de Tulle ou de Saint-Étienne, ou bradés à des industriels civils. Chaque machine qui franchit les grandes grilles en fer forgé emporte avec elle un morceau de la capacité historique de la France à fabriquer ses propres armes. Pour le personnel, l'administration met en place un plan de reclassement tentaculaire. L'État s'efforce de transférer cette main-d'œuvre spécialisée. Les anciens armuriers sont reconvertis à la hâte. Des entreprises privées de l'industrie automobile et de nouvelles usines d'État, comme la SNECMA pour l'aéronautique, sont incitées à s'installer dans la région ou directement dans les bâtiments vidés de la manufacture pour absorber ces travailleurs sacrifiés. Un homme qui avait passé 20 ans de sa vie à ajuster le verrou d'une arme réglementaire se retrouve soudain à pointer sur une chaîne de montage de boîtes de vitesse ou de roulement à billes. La ville perd son âme d'arsenal pour devenir un simple bassin de sous-traitance. Les années 1966 et 1967 sont celles du fantôme. L'usine ne produit plus la moindre arme à feu. Les ateliers monumentaux, conçus pour accueillir plus de 16 000 travailleurs sous la Première Guerre mondiale, résonnent désormais du pas solitaire de quelques centaines d'employés chargés de la maintenance des bâtiments vides. La poussière s'accumule sur les immenses verrières. L'odeur d'huile de coupe et d'acier chaud, qui imprégnait les rues de Châtellerault depuis un siècle et demi, commence à s'évaporer. L'arsenal est devenu une coquille vide, maintenue artificiellement en vie par les ultimes crédits de liquidation du ministère. L'année 1968 marque la fin du sursis. Pendant que la France entière s'embrase au printemps lors des révoltes ouvrières et étudiantes, le destin de Châtellerault est définitivement scellé dans l'indifférence nationale. Les derniers mois sont une marche funèbre. Les dossiers techniques, les plans de fabrication du Lebel, du Berthier, du FM 24-29 et du Mac 50 sont emballés dans des cartons d'archives. Les inspecteurs de l'armement valident les derniers bordereaux de transfert. L'hiver tombe sur la Vienne. Le mois de décembre s'achève. Les commandes n'existent plus. L'État a retiré sa confiance. La décision est exécutoire. Le 31 décembre 1968 arrive. Le dernier tour s'arrête. La dernière courroie tombe. L'atelier se fige. Le grand sifflet hurle. Une dernière fois. Les hommes lâchent leurs outils. Ils lavent leurs mains. Ils passent la grille. La lourde porte se referme. Le cadenas est posé. Le nom devient du silence. La manufacture est morte. La mort de la manufacture d'armes de Châtellerault fut définitive sur le plan de la production industrielle. Contrairement à d'autres marques du secteur civil qui ont pu être rachetées, fusionnées ou relancées par des investisseurs passionnés, le sigle Mac n'a jamais été ressuscité en tant qu'armurier. L'État français, qui en était l'unique architecte, l'unique client et l'unique propriétaire, a tout simplement effacé cette colossale capacité de production de ses registres officiels. L'usine, en tant qu'entité vivante forgée pour la guerre, a purement et simplement cessé d'exister. Pourtant, dès le lendemain de la fermeture, une nouvelle nécessité s'est imposée à l'administration de la Défense. Le besoin vital de préserver la trace de cette immense aventure technique. Des millions de pages de documents, des plans de fabrication minutieux, des rapports de commission d'essai, des calques de pièces mécaniques et des dossiers individuels de travailleurs risquaient la destruction pure et simple. Dès 1969, sur les cendres encore chaudes de l'arsenal et dans l'urgence de la restructuration, le ministère a décidé de transformer une partie du site en centre des archives de l'armement. Ce lieu, installé dans les murs mêmes où résonnaient autrefois les machines-outils, est devenu le gigantesque coffre-fort de la mémoire militaire industrielle de la nation. Aujourd'hui, une vaste communauté mondiale de collectionneurs, de tireurs sportifs, d'historiens et de conservateurs de musées regarde les pièces frappées du célèbre poinçon Châtelleraudais avec une véritable révérence. Dans le domaine exigeant de la préservation historique,
Détenir un mousqueton Berthier fabriqué pendant la frénésie terrifiante de la Première Guerre mondiale, ou maintenir l'état de conservation d'un pistolet Mac 50 des toutes premières séries, n'est pas seulement posséder une arme à feu historique, c'est détenir une fraction tangible de la souveraineté française, immobilisée à jamais dans l'acier. L'histoire de cette manufacture reste absolument fondamentale parce qu'elle documente de bout en bout le cycle de vie impitoyable d'un arsenal d'État. Sa fondation pour répondre à une urgence stratégique vitale, son expansion démesurée lors de l'ère de la conscription de masse et sa disparition brutale lorsque la notion même de conflit s'est technologiquement métamorphosée. Il y a, dans cette conclusion, un détail surprenant qui relève d'une ironie à la fois administrative et tragique. Au fil des décennies qui ont suivi l'année 1968, les autres immenses manufactures nationales, la prolifique manufacture d'armes de Tulle et la vénérable manufacture d'armes de Saint-Étienne, ont à leur tour succombé aux mêmes forces implacables de standardisation et de baisse des budgets. Lorsqu'elles ont définitivement fermé leurs lourdes grilles, l'État a récupéré toutes leurs archives industrielles pour les transférer à Châtellerault. Ainsi, le premier grand arsenal à être rayé de la carte est devenu, par un curieux retournement de l'histoire, le gardien des secrets de ceux qui lui avaient survécu. Châtellerault est devenu le grand tombeau de papier de tout le système de production d'armes de l'État français. De nos jours, l'empreinte physique colossale de cette épopée marque encore profondément l'urbanisme et l'identité de la ville de la Vienne. Si de nombreux ateliers de production annexes ont été démolis ou remplacés par des infrastructures civiles modernes, le cœur symbolique de la manufacture a résisté à la destruction. L'imposant grand atelier, une véritable cathédrale de l'industrie érigée à la fin du XIXe siècle, se dresse toujours majestueusement sur les rives paisibles de la rivière. Ces deux vertigineuses cheminées, en briques rouges, dominent encore le ciel urbain, témoins muets et inébranlables de l'époque révolue où la ville entière fonctionnait au rythme des sirènes des Trois Huit. Ce bâtiment d'une valeur patrimoniale exceptionnelle a été soigneusement restauré par les autorités locales pour abriter un vaste musée. À l'intérieur, les visiteurs d'aujourd'hui déambulent sous de monumentales verrières, découvrant un espace solennel minutieusement dédié au savoir-faire disparu des armuriers châtelleraudais. L'épopée de la manufacture de Châtellerault nous livre une réflexion philosophique implacable sur la nature éphémère de la relation entre un État et son industrie. Une nation souveraine peut concevoir un arsenal gigantesque pour sécuriser son territoire. Elle peut y former une véritable élite ouvrière capable d'usiner les mécanismes métalliques les plus complexes avec une précision diabolique. Elle peut imposer une standardisation maniaque pour projeter sa puissance de feu aux quatre coins de son vaste empire. Mais une usine d'État, quelle que soit sa grandeur, n'est jamais qu'un outil temporaire au service d'une doctrine politique donnée. Lorsque cette doctrine s'effondre, lorsque les millions de fantassins armés de fusils cèdent la priorité budgétaire absolue aux sous-marins lance-engins et à la force de dissuasion, le dévouement, l'histoire centenaire et le talent des ouvriers ne pèsent d'aucun poids face au froid calcul de la restructuration. L'État efface les machines, disperse les hommes et transforme ses propres usines en adresses oubliées. Il ne reste plus, dans les anciennes grandes nefs de pierre, le moindre fracas de martinet de forge, ni la moindre odeur âcre d'huile de coupe. Tout est devenu immobile et silencieux. Mais quelque part au centre du grand atelier, précautionneusement posé derrière l'épaisse vitre d'une vitrine de musée, sous une lumière froide et clinique, le lourd poinçon Mac, frappé sur le flanc métallique d'un vieux fusil mitrailleur de la République, reste parfaitement lisible, intact et fier, comme si la grande machine venait tout juste de s'arrêter. À très bientôt pour la prochaine histoire.